Chapitre 14. Était-ce une coïncidence ? Après le passage de l'oiseau, tout brusquement changea. Dès le lendemain, le plafond de nuages qui, pendant des semaines, avait obscurci le ciel, se dissipa, et un soleil étincelant se leva sur la montagne. Il nous parut énorme, et nous fûmes stupéfaits de le découvrir au lieu du disque pâle qui ne répondait sur la neige qu'une clarté presque lunaire. Nous avions perdu l'habitude d'un tel éclat, qui d'abord nous éblouit. Je me souviens d'avoir alors retrouvé, sur mon visage, une sensation de chaleur que j'avais oubliée. Puis, une brise légère souffla du sud, et ce fut comme si le monde s'était remis en mouvement. Nous restions là, interdits, sur la terrasse, et nous nous demandions si notre longue épreuve n'allait pas, comme par miracle, s'achever. Maman s'était adossée à la balustrade, face au soleil, les paupières baissées. À nouveau, elle souriait. « On dirait que le printemps est enfin venu. Ce soleil, ce vent surtout. Il me semble que je respire. » Les yeux fermés, j'écoutais sa voix, celle de Noémie, une torpeur me gagnait, qui effaçait toutes les ombres. Notre situation, cependant, était toujours aussi dangereuse. Si la neige se mettait à fondre, n'allait-elle pas provoquer un autre déluge, plus conforme, celui-là, à l'image qu'en donnait la Bible ? À proximité d'un salut, jusqu'alors si peu prévisible, ne risquions-nous pas d'être emportés par les eaux ? Et même si nous en réchappions, qu'allions-nous retrouver dans un monde où nous serions peut-être parmi les derniers survivants ? Toutes ces questions menaçantes ne tarderaient pas à nous assaillir, mais pour l'instant, nul ne les posait à voix haute, comme si d'un commun accord, nous avions tenu à préserver cette fragile parenthèse d'espérance. Pendant les 3 jours qui suivirent, le soleil continua de briller et le vent de souffler du sud. La neige, par bonheur, fondait lentement, et nous en mesurions sur des repères la décrue, partagée entre le soulagement et la crainte de quelque catastrophe, si elle venait à s'accélérer. Un soir, une avalanche se déchaîna sur une pente, au-dessus de la route, arrachant sur son passage une partie du bois de sapin, avant de s'engouffrer dans la vallée avec un grondement, mais elle nous épargna. La petite crête rocheuse qui s'élevait au fond de la prairie protégeait le chalet, et lorsque quelques pans de neige s'y effondrèrent, l'espace plat freina aussitôt leur élan, de telle sorte que là non plus, ils ne nous causèrent aucun dommage. Nous étions sans doute environnés de périls, mais au milieu de ces montagnes qui, après des semaines de paralysie, semblaient rejeter leur carapace, c'était malgré tout le sentiment de délivrance qui l'emportait. Jour et nuit maintenant, nous entendions le même bruit de l'eau qui ruisselait du toit et creusait au long des murs de petits gouffres étincelants, au fond desquels se faufilaient des sources. Puis tout à coup, un après-midi, je vois mon père tendre l'oreille. Il entre dans la cheminée, il nous fait signe de nous taire, il écoute passionnément. Il dit « Un bruit au loin, bizarre, on croirait un moteur. » Aussitôt, il est repris par ses obsessions des premiers jours. Le chasse-neige, monsieur Marmion qui monte enfin pour nous dégager, ou bien l'avion de 5 heures. Et cela signifierait que le monde n'est pas mort, qu'après le grand silence, quelque chose s'est remis à fonctionner. Il regarde sa montre. Non, ce n'est pas l'avion de 5 heures. Un autre peut-être, mais peu importe. Quelqu'un qui existe encore, qui cherche, qui va nous secourir. Et maintenant, nous entendons tous ce bourdonnement faible mais continu qui nous parvient par le conduit de fumée. Nous nous précipitons, une fois de plus, vers la terrasse, qui désormais, après ces jours de dégel, surplombe la neige d'1 bon mètre. Le bourdonnement se fait plus distinct, et pourtant, rien n'est encore visible. Il ne provient pas du petit col où s'amorce la descente vers la vallée, mais semble-t-il de derrière la haute crête qui nous domine, ce qui exclut l'hypothèse du chasse-neige, puisque de ce côté il n'y a pas de route. Le cœur battant, je scrute la ligne d'horizon que hérisse la cime plus sombre des sapins, et je me souviens que là, pour la première fois, les loups sont apparus. Tandis que le bruit peu à peu s'accroît, une inquiétude me saisit, et je ne serais pas tellement étonné qu'à nouveau quelque chose d'épouvantable y surgisse, pour notre perte plutôt que pour notre salut. Je regarde mon père qui, avec des gestes fébriles, règle ses jumelles.
Pendant quelques secondes, il n'y a plus que le choc monotone des gouttes sur la neige, et ce moteur qui maintenant troue l'air comme une vrille. « Le voilà !» s'écrie Pa. « Là-haut, sur la gauche, vous le voyez ?» Et il montre du doigt un point sombre qui vient de franchir la crête, et semble la longer à une faible altitude. Il est encore trop loin pour que nous puissions l'identifier. Pa continue de s'exclamer qu'il le tient, qu'il le suit. Ce n'est pas un avion. Une espèce d'hélicoptère, oui, c'est cela, mais de forme étrange. Ah, j'ai l'impression qu'il s'éloigne. Vite, il faut allumer le signal. Nous nous apercevons que la frêle plateforme qui soutenait la baignoire pleine de paille et de pneus a basculé pendant la nuit, sapée par la fonte de la neige, et que notre fameux signal gît en contrebas, inutilisable. Tout le monde s'affaire, se bouscule, et dans cette confusion, Pa me crie de descendre jeter quelque chose dans le feu. Je dévale l'escalier, après avoir pris au passage une brassée de fourrage que je pose aussitôt sur les braises, avec tout ce qui me tombe sous la main, le paillasson, un sac, la toile cirée roulée en boule. Une épaisse fumée se dégage, et lorsque je reviens sur la terrasse, je la vois s'étirer dans le ciel. L'hélicoptère survole toujours la crête, et s'il ne change pas de cap, il ne va pas tarder à disparaître derrière la montagne. Désemparés, nous le suivons des yeux. Man et Noémie agitent frénétiquement leurs foulards. Puis, soudain, le pilote a dû nous repérer, car l'appareil vire, décrit une longue courbe et se dirige droit vers nous. Il grossit d'instant en instant. Le vrombissement s'accroît. Je commence à distinguer les détails de la carlingue. Il passe avec fracas juste au-dessus de nos têtes. Étrange, oui, comme disait Pa. Nous n'avons jamais vu un engin semblable. Énorme, 3 rotors, une coque en forme d'œuf, mais complètement noire, à l'exception d'un mot tracé en grosses lettres dans un alphabet inconnu. Les hublots, sans doute de plexiglas teinté, ne révèlent rien de l'intérieur, ni silhouette, ni visage. On pourrait croire ce vaisseau inhabité, venu peut-être d'un autre monde. Man et Noémie ont cessé d'agiter leurs foulards. Par instinct, nous baissons la tête. Immobile, stupéfait, nous le regardons s'éloigner en direction du col où il accomplit un nouveau virage et, perdant de l'altitude, revient vers nous, à 10 mètres au-dessus de la neige. Le souffle des pales ébouriffe la cime des sapins, au bord de la route. « Attention !» dit Pa en nous poussant vers l'échelle. « Tenez-vous prêt à filer en cas de besoin. » Lui reste un peu en arrière, sur le qui-vive. L'appareil descend vers nous avec lenteur, comme s'il se disposait à atterrir, mais bien sûr, ni l'étendue de neige visqueuse, ni notre fragile terrasse ne se prêtent à cette manœuvre. Une trappe s'ouvre dans la partie inférieure de la coque. Une masse sombre apparaît, une caisse, dirait-on, qu'un filin abaisse vers la plateforme, où elle finit par se poser avec un bruit sourd. Un déclic. La caisse est libérée, le filin aussitôt happé comme un spaghetti, et la trappe se referme en silence, sans que personne, cette fois encore, ait été visible. Après avoir esquissé une sorte de balancement gracieux, plutôt surprenant chez un tel pachyderme, et qui pourrait passer pour un signe d'adieu, l'appareil reprend de l'altitude, se dirige vers le col, et ne tarde pas à s'évanouir. Il ne reste plus que ce colis volumineux, dont nous nous approchons avec un mélange de curiosité et de prudence, remarquant que lui aussi porte de mystérieuses inscriptions, pour nous indéchiffrables. Pa nous fait un nouveau signe de nous tenir à distance, et il fend avec son couteau l'emballage de plastique, dévoilant un coffre de métal noir, qu'il ouvre avec précaution. Il en tire des boîtes aux couleurs vives qui doivent renfermer des conserves, puis des paquets de biscuits, des sachets remplis de poudre, un petit réchaud avec des tablettes de carburant, 3 paquets de cigarettes et un livre. Depuis quelque temps, nous commencions à souffrir de la faim, car nous n'avions pris d'autre nourriture qu'un peu de lait, de fromage, quelques raves et un pain poussiéreux confectionné avec les dernières raclures d'avoine. C'était là tout ce qui nous restait, depuis que, faute de grains, nous avions sacrifié nos poules. D'autre part, notre vache nous donnait à peine 2 litres de lait par jour, et nous voyions avec terreur rapprocher l'instant où il nous faudrait la battre, puisqu'elle serait alors notre ultime recours avant la famine. Mon père a noté dans son journal
Combien le hantait, à cette époque, la perspective de plus en plus pressante de devoir exécuter la pauvre bête, de telle sorte qu'aux obsessions de la journée succédaient la nuit des images sanglantes des cauchemars. L'apparition de l'hélicoptère tenait donc du miracle, puisque le contenu de la caisse nous accordait un sursis de 4 ou 5 jours, et peut-être même d'une semaine, si nous faisions des prodiges d'économie. La neige aurait alors en grande partie fondu, et nous pourrions tenter une sortie, tout en sachant que, sur ce point, elle risquait d'être décevante. Si d'autres avaient survécu, sans doute se trouvaient-ils dans le même dénuement, et nous seraient de peu de secours. En revanche, l'hélicoptère ne manquerait pas de revenir. C'était du moins ce que nous affirmait mon père, soudain ragaillardi, tout en ouvrant au hasard l'une des boîtes surprises tombées du ciel. Nous le regardions, les yeux écarquillés, et je me souviens que rien qu'à le voir découper le couvercle, l'eau me venait à la bouche. Ce qui apparut, un magma brunâtre, peu identifiable, et qui en d'autres temps nous aurait laissé maussades, nous exalta à tel point que nous nous serions précipités comme des sauvages pour le dévorer, si maman, toujours cuisinière, n'avait insisté pour le servir chaud. Il nous fallut donc attendre quelques minutes avant de nous jeter sur cette nourriture, et nous eûmes vite fait d'engloutir, avec quelques-uns des biscuits qui tenaient lieu de pain, le contenu de la boîte. Le goût n'était pas déplaisant, et rappelait celui de la viande de veau, à laquelle on eût ajouté du sucre, du citron et de la réglisse. Sans doute s'agissait-il en réalité de l'un de ces aliments synthétiques, riches en calories et en vitamines, que l'on commençait à fabriquer à partir du pétrole et qui permettaient de se nourrir de manière rationnelle dans le minimum de temps. En effet, lorsque nous eûmes vidé la boîte, qui pourtant n'était pas de très grande taille, nous nous sentîmes rassasiés. À ce régime, c'était pendant 10 jours que nous pourrions tenir. Puis m'en prépara, avec l'une des poudres, un breuvage qui ressemblait à du café, et pas alluma une cigarette. Cela n'était pas arrivé depuis bien longtemps, et la fin du repas prit un petit air de fête. Nous nous mîmes à parler de notre étrange visiteur. Chacun y alla de son hypothèse. Pas prétendait qu'il venait d'Asie, comme le suggérait la forme des caractères. Moi, je penchais pour l'Afrique, peut-être à cause de tout ce noir, et Noémie parlait franchement de la Lune. Les Luniens, voyant le désastre, avaient envoyé des fusées géantes bourrées de vivres, de machines, d'hélicoptères. D'ailleurs, ce que nous venions de manger, c'était tout à fait de la nourriture de Lune. Quant à ma mère, qui jusque-là était restée silencieuse, elle déclara soudain qu'à son avis, il n'y avait personne dans l'appareil. Sinon, nous aurions vu une silhouette, une tête, une main, bref, quelques signes de vie, mais rien. Ce devait être un robot téléguidé. Par qui? Elle n'en avait pas la moindre idée. Avec ou sans pilote, dit pas, je vous assure qu'il reviendra. Nous ne sommes plus seuls. Pour l'instant, il est allé rôder du côté de chez les Geôles, et je ne serais pas étonné qu'ils soient eux aussi en train de prendre le café en pensant à nous. Encore un peu de patience, on ne tardera pas à les revoir. Dans les jours qui suivirent, le dégel s'accentua, libérant peu à peu les bois de sapins et provoquant au loin de nouvelles avalanches, dont nous parvenait la rumeur. Les arbres émergeaient de la neige, mais certains, sous son poids, s'étaient brisés, et de vastes trouées apparaissaient sur les pentes. Nous étions au début de mai. Le bruit de l'eau régnait partout, sur le toit, contre les murs et les volets, dans les rigoles qui se faufilaient sous la masse de neige, creusant des tunnels et des grottes, dont la voûte parfois brusquement s'effondrait. Du ravin montait le grondement du torrent qui se précipitait vers la vallée, de cascade en cascade, et lorsque nous étions sur la terrasse, il nous fallait hausser la voix pour nous entendre. Des roches arrachées s'entrechoquaient. Entre les cimes volaient des écharpes de brume. Il me semble parfois que le sol vibrait et se dérobait. Une rumeur profonde traversait la maison, qui était celle de l'eau, du vent et de la terre. Je l'écoutais, troublé, après tant de semaines de silence, et c'était comme si la vie qui affluait, même si je m'inquiétais de sa violence, la nuit surtout, lorsque craquait et gémissait la montagne. Je me souviens de m'être parfois éveillé et d'avoir cru un instant que nous étions entraînés comme un navire à la dérive. J'allumai la lampe, je m'asseyais dans mon lit, je touchais la paroi, et rassuré, je finissais par m'endormir.
Un soir, un pan de falaise, miné par la crue, s'effondra avec un fracas de tonnerre qui ébranla le chalet, et nous vîmes avec horreur à l'autre bout de la prairie de grands sapins s'incliner et basculer dans le gouffre. Mais la maison fut épargnée par l'eau, comme elle l'avait été par la neige, car elle avait été sagement bâtie sur une légère éminence qui partageait et écartait le glissement du flot glacé. Il n'était pas encore possible de s'aventurer à l'extérieur, mais nous attendions avec impatience le moment où la terre apparaîtrait et où nous pourrions tenter de rejoindre les geôles. L'expédition, pourtant, risquait d'être difficile. La route, les ponts n'auraient-ils pas détruits? Et, si nous atteignions notre but, que trouverions-nous là-bas? Dans mes rêveries les plus noires, il m'arrivait d'imaginer une maison déserte, ravagée, où gisaient des cadavres grimaçants, comme dans les descriptions de la peste que nous donnaient les vieux livres. Quant au village, je le voyais plutôt dévasté par un fleuve boueux qui emportait Catherine morte vers des gouffres. Pendant des heures, mon père observait les alentours à la jumelle, et bien qu'il n'en soufflât mot, je savais qu'il redoutait quelque gigantesque avalanche qui nous eût engloutis. Le niveau de la neige continuait cependant à baisser. Nous le constations chaque jour. Un matin, en entrant dans la salle, nous vîmes une lueur au-dessus de la porte. Pas se précipita pour tirer le ventail. En quelques coups de pelle, il eut vite fait d'ouvrir un créneau par lequel se glissa un rayon de soleil, le premier que le chalet eût accueilli depuis des mois. Pas élargit la brèche, sans se soucier des blocs de neige qui tombaient sur le plancher. Un air frais et un flot de clarté pénétrèrent dans la pièce. Mans s'était penché et soufflait la lampe. « Bientôt, nous pourrons sortir, » dit Pa. « C'est l'affaire de quelques jours. » Nous mesurons chaque matin l'épaisseur de la neige. Nous préparons des vêtements, des bottes pour cette première sortie tant attendue. Utilisant les quelques pneus qui nous restent, nous allumons des feux, mais c'est en vain que nous guettons une réponse à notre signal. Du côté de la ferme des geôles, le ciel est désespérément vide. Qu'allons-nous trouver là-bas, lorsque nous réussirons à parcourir les 3 kilomètres qui nous en séparent? Tandis que la fumée se dissipe, je pense à nouveau à des images de mort. Pa, ses jumelles braquées sur l'horizon, répètent. Toujours rien. C'est étrange, mais avec ce vent, la fumée ne monte pas. Ils ne doivent pas nous voir. Il n'y a plus qu'1 mètre de neige boueuse dans notre cour, exposée au sud, et où l'on devine que la terre ne va pas tarder à apparaître. Le cercueil de Zoé a fini par émerger. Un simple renflement d'abord, puis le couvercle de bois grossier. En l'apercevant, Noémie a versé quelques larmes, et pour la consoler, Pa lui a promis que nous irions l'ensevelir dans le pré, dès que ce serait possible. Le cercueil reste là, comme une épave, et moi non plus, je n'aime pas le regarder. Un mauvais signe, qui me gâche le soleil. Nous avons essayé de faire quelques pas jusqu'à la route, mais nos bottes se sont vite remplies de neige boueuse, et nous avons dû attendre encore. 3 oiseaux ont traversé le ciel, très haut, en direction du nord. Le mystérieux hélicoptère, lui, n'est pas revenu. Bien que nous économisions, nos dernières réserves s'épuisent. Il ne nous reste qu'un peu de lait, quelques conserves, quelques raves, et nos repas n'ont jamais été si maigres. Enfin, après une nuit de vent, la terre est apparue. Une balafre sombre, de notre seuil jusqu'à l'entrée de la cour, que barre encore le vestige d'une congère.